Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver sur ce plateau Entretien Brut. Le Ramadan est terminé. On se retrouve, on regarde ce qu'il y a à l'horizon, notamment sur l'actualité nationale, régionale, internationale, avec des confrères. Vous le savez très bien, téléspectateurs de Mandé TV, on le ramène sur ce plateau. Je salue également la diaspora pour leur constante fidélité à notre chaîne. Voilà, Mandé TV, la chaîne qui fait focus sur la société et sur la culture malienne. Voilà, vous le savez, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau des confrères, des autres médias, mais pas des inconnus. Sur ce plateau, il s'agit de Bourema Soulo, journaliste blogueur. Soulo, bonjour. Bonjour Fadima. Ça va? Ça va très bien. Ça s'est bien passé le Ramadan? Ça s'est très bien passé. J'espère la même chose pour vous. Agréable aussi. Merci. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous souhaiter bonne heureuse année de Ramadan parce que c'est une fête, c'est annuel. Ouais. Et que le Ramadan prochain nous trouve bien meilleur que celui qu'on a traversé, avec toutes les difficultés qu'on a pu vivre l'année prochaine, qu'on vive ce même mois avec beaucoup d'électricité, surtout beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau et beaucoup d'électricité. Voilà, la crise d'eau vous a touché, mais on a senti un petit peu. C'est vraiment le débit était très lent. Il n'y avait pas une certaine quantité de débit, mais bon, quand même, on n'a pas senti ça tant que tel parce que c'était un peu pénible pendant les après-midi où les femmes, les tatas, en général, sont en pleine préparation pour la rupture du jeûne. Deuxième invité sur ce plateau téléspectateur de Mandé TV, il s'agit de encore Moussa Tembine. Voilà, j'ai dit encore parce que c'est quand même un esclave quelque part. Il est journaliste chroniqueur à Joliba TV News. Moussa, bonjour, ça va? Bonjour Fadima. La famille, ça a été, même si je comprends déjà le temps de m'annoncer avec cette souris dont ça veut tout dire. Parce que déjà, vous savez que je suis pas un esclave, mais celui qui fatigue quand même les maïgas. Et disons que nous venons d'un mois de Ramadan pénible. Et encore, ça a été je suis heureux encore d'être là parce que le dernier jour de Ramadan, l'émission, je pense que nous l'avons clôturée. Après le Ramadan, encore, nous revenons encore juste. Après la fête, nous débutons notre émission encore sur ce plateau. Et pour cela, je salue les téléspectateurs. Et puis bon, nous allons saisir l'occasion quand même de souhaiter quand même bonne fête à tous les Maliens. Et que nous espérons, comme Soulo l'a dit, l'année prochaine que nous puissions fêter ou commencer le Ramadan dans de bonnes conditions que cette année. Meilleur, parce que chaque année, ça va de mal en pire, comme on a l'habitude de le dire. Et je dis à Soulo aussi, vraiment Soulo, bienvenue dans la République du Noir, parce qu'ils n'ont jamais connu cette crise d'électricité ni de l'eau. S'ils rejoignent le lot, surtout à travers ces publications, donc c'est agréable quand même qu'ils viennent nous rejoindre pour sentir quand même ces débuts de chaleur-là. Il est en retard de quelques années, mais il sent bien et en plus il sent ça pendant la période de grande chaleur. Merci beaucoup. C'est un cadeau de Ramadan. Merci beaucoup, chers confrères, encore une fois. Qu'est-ce qui se passe à l'horizon? Voilà l'actualité, l'horizon de l'AES notamment, elle est un petit peu bousculée, il y a une imprévue, on va dire. Il s'agit de la résolution du Parlement de l'Union européenne, notamment sur la situation de l'ex-président du Niger, son Excellence, je crois qu'on l'appelle toujours son Excellence malgré tout, Monsieur Bazoum. Voilà cette résolution qui a été annoncée, dont le monde entier a pris connaissance le 12 mars. Voilà, deuxième sujet, on a la taxe. Encore une fois, une taxe au Mali, notamment une taxe de 10% sur les associations, fondations et ONG, sociétés civiles, entre autres, maliennes. On va développer cela sur ce plateau. Sujet régional encore, on est du côté du Niger. Il s'agit de la visite officielle du Premier ministre algérien qui a rendu visite sur le territoire nigérien à Niamey. Voilà, on en parlera. Je pense que les relations partent de plus belle. Pour commencer, sous l'eau, la résolution
c'est une résolution symbolique que le Parlement a adoptée parce que symboliquement, c'est quand même, sont des grandes nations, sont des organisations qui défendent des droits de l'homme, sont des organisations qui disent défenseurs des personnes en situation de privation de liberté. Et cette résolution visant la libération appelant la libération immédiate et sans condition de l'ancien président Mohamed Bazoum du Niger, c'est un symbole, c'est juste symbolique. Mais comme je le disais tantôt, c'est juste que pour l'Union européenne, son renversement jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu une telle action. Si ces parlements qui représentent le peuple européen ne faisaient rien, il se devait un devoir moral, c'est juste moral. Mais aussi, c'est une victoire symbolique pour les partisans de Mohamed Bazoum qui demandent aussi la libération de Bazoum et ses comment dirais-je, autres personnes co-détenues en quelque sorte, sa femme et certains de ses enfants. Donc aujourd'hui, on ne parle que de Bazoum parce que c'est quand même la personne clé, la personnalité clé qui est au cœur de cette situation. Mais quand même, dans cette même résolution, le Parlement a demandé à la suspension de la dissolution, sinon de la suspension des activités des partis politiques. Donc la levée de cette suspension des partis politiques et respecter les droits de l'homme. Donc en appelant à libérer certaines détenus qui ne sont pas Bazoum. Donc c'est une résolution qui est large, qui couvre pratiquement tout l'aspect démocratique, droits de l'homme, politique, mais comme on parle beaucoup de Bazoum parce que quand même c'était l'ancien président, il a été renversé par un coup d'État et tout ça. Donc c'est la personne clé dans cette situation. Donc et cet appel, comme je le disais, s'inscrit dans le cadre de la fin de son mandat. Ils veulent symboliquement qu'il le finissent dehors, mais on a vu la réaction immédiate de l'État. Mais c'est surtout qu'il est un petit peu sous menace d'un procès. Hein, exactement, pour haute trahison. Exactement. Donc, exactement. Et on a vu tout de suite la réaction des autorités nigériennes qui ont rejeté cet appel et qui ont même dit et regretter une sorte d'ingérence dans les affaires intérieures du pays par l'Union européenne. Donc, et à la suite, l'AIS, qui est au-delà de la Confédération, qui est dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré, ils ont fait un communiqué de solidarité pour dire en quelque sorte que cette ingérence saperait les efforts pour la souveraineté de l'AIS. Voilà. D'accord. Voilà, l'AES a réagi, l'AES a dénoncé fermement, hein, quand même, Moussa, par rapport à l'adoption de la résolution. Peut-être là où c'est un peu arrêté, c'était par rapport à la réaction de l'AIS et surtout à cette résolution. Mais il faut que nous comprenions une chose. Le cas de Bazoum est très compliqué parce que jusqu'à présent, Bazoum n'a pas démissionné comme les autres présidents l'ont fait. Donc, pour le Mali, nous avons vu quand le président Ibeka a été pris, 24 heures après, il a rendu sa démission. Quelques semaines après, on lui a laissé rentrer chez lui. Mais pour le cas de Bazoum, jusqu'à présent, le contraire, Bazoum n'a pas démissionné. Bon, si Bazoum n'a pas démissionné, donc ça veut dire que jusqu'à présent, Bazoum, lui, il se considère comme le président de la République du Niger. Donc, il y a ce couac-là qui est là. Donc, ces difficultés-là ne permettent pas aujourd'hui à ceux qui l'ont renversé quand même de le laisser dans la nature. Ce qui peut contenir un danger, parce que nous savons comment ça se passe. Un président légitimement élu dans les urnes est renversé par un coup d'État et qui n'a jamais voulu démissionner. Donc, ça veut dire sur le papier, jusqu'à présent, il est considéré comme le président de la République. Et bon, pour certaines personnes, ils considèrent comme si Bazoum quand même était quand même l'homme de l'Europe. Parce que c'est l'homme qui faisait quand même l'affaire des Européens. Maintenant, quand vous prenez cet aspect, pour moi, je pense que l'Union européenne, peut-être pour moi, a raté cette sortie. Moi, je me demande la question des droits de l'homme, est-ce qu'aujourd'hui elle existe? Est-ce qu'elle ne s'applique pas seulement sur les plus faibles? Parce que là, nous avons vu le président des États-Unis, Donald Trump, qui se lève un matin, qui mène une opération spéciale, qui prend un président élu,
on l'embarque comme un purgaire avec sa femme, on l'amène aux États-Unis, l'Europe est restée bouche bée. Même les Nations Unies, personne n'a condamné, à part peut-être les alliés et du Venezuela, comme la Russie, la Chine, qui ont quand même démontré que c'est inadmissible aujourd'hui qu'on s'attaque. L'Union européenne est restée bouche bée. Et je pense dans le communiqué de l'AES, c'est ce que l'AES a voulu faire ressortir pour montrer qu'aujourd'hui vous vous inquiétez sur l'affaire de Bazoum, alors qu'un cas similaire s'est fait qui est plus grave. Parce que là, c'est un président élu, ça c'est un pays qui est souverain, comme on le dit. On vient un matin, on débarque au port, on parle de le juger dans un autre pays. Et l'Union européenne n'a pas communiqué sur ça. Donc, 2 poids, 2 mesures pour certaines personnes. Et ça, c'est pour cela que je me dis toujours, les Européens, parfois les sorties, il faut qu'on arrive vraiment à mesurer. Quand vous prenez aujourd'hui même le cas du conflit israélien et américain aujourd'hui et iranien aujourd'hui, et des écoles qui sont bombardées, mais où sont ces organisations des droits de l'homme là pour condamner tout ça? Donc, pour moi aujourd'hui, la question des droits de l'homme, c'est 2 poids, 2 mesures. Ça s'applique seulement aux faibles. Ceux qui sont puissants, quand ils le font, c'est silence radio. Mais ceux qui sont faibles, quand ils le font, ils sont condamnés. Maintenant, pour l'Union européenne, pour moi, qu'est-ce que l'Union européenne aussi a fait pour faciliter d'abord la libération de Bazoum depuis qu'il a été pris? Mais matériellement, elle ne peut rien faire. Voilà, c'est ce que je dis. Même par rapport au communiqué, depuis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Maintenant, demander seulement par une simple résolution pour dire que Bazoum soit libéré. Et c'est là où l'hypothèse aussi, maintenant, revient, où certaines personnes pensent que il faut que maintenant les pays du Sahel là se préparent. Est-ce qu'il n'y aura pas une intervention pour libérer Bazoum par rapport à la rencontre des chefs d'état-major du Bénin, de la Côte d'Ivoire et de la France? Donc il y a toutes ces hypothèses-là qui viennent. Donc pour moi aujourd'hui, ce communiqué, comme sous le dit, peut-être c'est un communiqué de solidarité, c'est un communiqué qui peut renforcer Bazoum là où il est. Mais est-ce que ça sert réellement Bazoum? Parce que pour moi aujourd'hui, ce communiqué va permettre encore au peuple, aux dirigeants nigériens, encore de renforcer peut-être même la sécurité ou bien même d'endurcir encore les conditions de Bazoum. Parce que là, ils se disent que bon, est-ce qu'à travers cette résolution-là, on ne peut pas s'attendre aussi à une intervention pour libérer Bazoum? Donc pour moi, d'un côté, ça ne sert pas trop même. Donc vous pensez que cette résolution, l'adoption de cette résolution en réalité est sans effet, à ce que j'entends? Pour moi, c'est sans effet. Pour vous, c'est sans effet. Sous non, c'est pareil? C'est comme je dis, c'est symbolique, c'est politique. Oui, mais est-ce que ça a des effets, ça a des impacts en tant que tel? Ce que Moussa a dit, dans aucun pays au monde, ces organisations de défense des droits de l'homme comme Human Rights Watch ou Amnesty International n'ont appliqué ce que l'État doit faire. Et juste, ils font des communiqués. Ils demandent à l'État, voilà les engagements que vous avez pris. Et si vous voyez que l'Union, le Parlement européen a pris cette résolution, j'ai dit que c'est symbolique, c'est politique. Et vous allez trouver que dans d'autres champs, par exemple, on n'est pas dans un monde unitaire, enfin, on est dans un monde globalisé où on parle de mondialisation, on parle de l'interplanétaire. Donc, quand on est dans cette configuration en matière de politique, en matière diplomatique, et que votre pays est déjà indexé par rapport à ça, c'est une mauvaise image, c'est une mauvaise réputation que vous envoyez aux investisseurs, aux bailleurs, à tous les autres potentiels. Donc justement, à vous entendre, ça veut dire qu'il y aura des effets quand même. Des effets. C'est pas comme si c'était sans effet. Non, c'est pas sans effet. Il y aura des conséquences. Au niveau des investisseurs. Il y aura des conséquences qui seront visibles sur d'autres domaines. Ce n'est pas sur la vie même de Bazoum. Bazoum, peut-être, on ne pourra pas venir libérer Bazoum comme ça, comme on libérait quelqu'un dans le village. Mais quand même, il va y avoir, si les Nigériens demanderaient quelque chose à l'international ou poseraient des trucs à l'international, il va y avoir ces trucs-là qui vont venir se mettre à travers ce que l'État nigérien demande comme un obstacle. C'est juste ça. C'est parce que quand on pose ces actions, si diplomatiquement, si économiquement, si politiquement, vous n'êtes pas fort. Comme vous l'avez dit, la raison, comme comparaison n'est pas raison. Comparer ce que les États-Unis font et ce que fait un État, par exemple, pour les États-Unis, on sait que c'est un pays qui ne respecte absolument rien que ses propres lois, contre un pays où normalement on doit respecter ses propres lois. Par exemple, prendre un président
et le renverser. Dans toutes les constitutions africaines, c'est un crime contre le peuple des pays. C'est un crime imprescriptible même d'ailleurs, qui est même reconduit même quand on refonde les constitutions, c'est reconduit dans les articles. Donc, c'est le principe de respect des lois qui est dicté ici et non un principe d'ingérence où souvent c'est des rappels en fait. Par exemple, le Nigeria, vous allez trouver que le Niger a signé des conventions, a signé ou a ratifié même des conventions internationales. Vous allez trouver que ces autorités qui sont là ne se sont pas retirées de ces conventions. Donc, soit ils ont la latitude de se retirer comme ils sont retirés de la CEDEAO et autres organisations pour dire qu'on ne fait plus partie de ces conventions qui nous exigent des droits de l'homme, démocratie, principes, ceci, cela, ou on va rester dans notre cadre à nous, ou on est dans ces conventions qui engagent l'État. Donc vous respectez ce que ces conventions-là définissent et régissent comme normes. Donc c'est ça en fait. Ce n'est pas que pour les États-Unis, tout le monde le sait. Comme je dis tantôt, les États-Unis se prennent pour le gendarme du monde et respectent que leurs propres lois et dictent leurs propres lois à tous les pays qui ne peuvent pas, qui sont faibles. Sinon, ouais. Les États-Unis ne vont pas le faire à la Russie, ne vont pas le faire à la Chine. C'est les petits États, ils le font. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ces principes, cette crainte d'une intervention étrangère, et si ça venait d'un pays puissant, est-ce qu'on a les moyens de les contrer? C'est ça aussi. Si on n'a pas les moyens de les contrer, donc il faut se renforcer. C'est une probabilité qui peut il faut se renforcer politiquement. Et c'est sur ce domaine politique qu'il va avoir des arguments politiques pour dire non, et contrer ces résolutions-là. C'est juste ça. Oui, en fait, moi, c'est pourquoi je dis que ça n'a pas trop d'effet. Parce que moi, je veux que Soulou comprenne quelque chose. C'est-à-dire, nous ne sommes pas avec des régimes aujourd'hui nous sommes dans des régimes d'exception, des cas d'exception aujourd'hui. Nous sommes avec des gens qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour leurs intérêts. Comme vous l'avez dit, ici, nous sommes retirés de la CEDEAO. Est-ce qu'il était opportun de se retirer de la CEDEAO? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas créer l'AES en tant que 3 États qui ont les mêmes visions sur les plans sécuritaires, sur les plans de beaucoup de domaines, et rester dans la CEDEAO? Pourquoi on s'est retiré? Parce que ils savent. Et puis, il faut se dire aujourd'hui, ces 3 pays-là, aujourd'hui, nous sommes retirés dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quelles sont les relations aujourd'hui quelles sont les relations aujourd'hui diplomatiques, quelles sont les relations humaines entre les pays européens et nos États aujourd'hui? Il y a tout ça. C'est pour cela que je dis parfois les effets sont minimes. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'escalade aujourd'hui entre la France et le Niger aujourd'hui, qui est allé très loin aujourd'hui, jusqu'à ce que le président Gianni sort et accuse même le président français de pouvoir déstabiliser les institutions françaises par rapport à ce cas d'uranium. C'est un aveu de faiblesse. Oui, mais c'est pour cela que je dis c'est sans effet. Parce que là où vous dites, parce qu'il faut se dire aujourd'hui que ils ont parce qu'on se dit aujourd'hui que nous avons des partenaires avec qui nous traitons. Et pour ces pays-là aujourd'hui, ils peuvent se substituer aujourd'hui de ces aides européennes-là, comme tu l'as dit, mais au Mali. Alors justement, j'en profite pour vous demander, vous pensez qu'ils peuvent se substituer, mais il y a aussi des observateurs, on s'attendait en tout cas à ce qu'on fasse un renvoi de la représentante de l'Union européenne à Niamey. Elle a juste été convoquée, on a juste affiché des points sur lesquels le Niger, le Sahel tiennent coûte que coûte, mais sans plus. Oui. Et vous savez, dans les relations, comme sous le lac, il y a un aspect qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se substituer aujourd'hui de ces pays européens-là? De l'aide plutôt. Non, quelque part de l'aide, de la coopération. Je vais dire non. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez aujourd'hui le cas du Mali, mais nous avons vécu pendant des années ici. On ne nous a jamais, aucun gouvernement, malgré les difficultés, mais c'est pour cela que je dis parfois les gens oublient. On nous dit nous sommes en guerre, mais le Mali est en guerre depuis en 2012. Aucun gouvernement n'a eu le privilège de couper 10% dans les maigres ressources. On va y arriver. Non, j'arrive. C'est pour répondre à la question. D'accord. En fait. Pourquoi? Parce que l'aide au développement que ces pays-là nous donnaient, ils ont arrêté. Donc maintenant, si l'aide au développement qui venait et remplacer le déficit budgétaire n'y est pas là, donc ça veut dire qu'il y a problème. Maintenant, est-ce que les nouveaux partenaires avec lesquels nous arrivons aujourd'hui à coopérer, avec lesquels nous discutons, est-ce que ces partenaires-là sont prêts à nous accompagner sur ces domaines-là? Il n'y a pas. Donc, nous allons essayer d'être nous-mêmes
Et comme nous l'avons dit, nous allons jusqu'à présent continuer encore à attacher les ceintures parce que l'aide au développement, comme nous l'avons dit, elle a été coupée. Donc, cette aide-là, nous sommes obligés aujourd'hui de la remplacer par notre propre effort. Quand vous le dites, les escalades, là, parfois les crises diplomatiques, les États, je pense, parfois réfléchissent aussi à 1000 fois avant de s'engager dans certaines choses. C'est comme quand le président du Niger a accusé le président Ouattara de pouvoir s'impliquer dans ces dernières récentes attaques là qui s'est eu à Niamey. Mais en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même chose. Nous avons pensé que avec cette escalade là, chaque pays allait quand même retirer ses ambassades. Même à Abidjan aussi, c'est comme ça. L'ambassade le ministre des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur Niamey, a montré ses désaccords. Donc je pense que ça, ce sont des stratégies. Bon, pour dire que, bon, voilà, est-ce qu'aujourd'hui Niamey, avec cette difficulté économique aussi que Niamey connaît aujourd'hui, est-ce qu'elle est prête aujourd'hui à aller jusqu'au bout par rapport à tout ça? Donc je pense que ce sont des paramètres qu'ils analysent, ce sont des escalades comme on l'a dit. L'Union européenne a adopté quelque chose, donc ils vont appeler la représentante, montrer les désaccords pour dire que bon, ce que vous avez dit, nous ne sommes pas d'accord, nous nous inscrivons en faux, mais cela ne va pas empêcher la coopération. Et nous verrons, mais peut-être là, comme nous avons l'habitude de nous retirer de tout, on va voir si cette fois-ci aussi on aura le courage de nous retirer de ces instances de droits de l'homme, qu'on le dit, qui défendent quand même les droits de l'homme. Bazoum, son mandat prend fin, en tout cas l'échéance est pour début avril. Quelle projection réellement on peut faire de cette situation? Est-ce que le mandat de Bazoum existe? Ça n'existe pas. Donc, comme non, mais en termes... Oui, il n'exerce pas sa fonction, bien sûr. Ça n'existe même mais pas. Mais il y a une échéance qui est là. Non, mais quelle échéance? Tchani a été élu 5 ans renouvelable. Il est président de la République du Niger. Il a prêté serment. Donc, il n'y a pas de mandat qui se tienne ici. Il n'y a pas de mandat de Bazoum qui tienne ici. Il n'y en a plus de mandat. Ça, c'est juste que c'est symbolique. Normalement, si on respectait l'ordre constitutionnel, constitutionnellement, son mandat de Bazoum de 5 ans devait terminer le 2 avril prochain. Mais aujourd'hui, on attend la fin du mandat de 5 ans de général Abdourahmane Tchani, qui a pris le relais. Donc aujourd'hui, le mandat de Bazoum ne tient pas. Ce qui tient aujourd'hui, c'est est-ce que Bazoum va sortir? Parce que comme Moussa l'a dit, constitutionnellement, il a été renversé, mais il n'a pas signé forfait, il n'a pas signé sa lettre de démission, comme l'ont fait au Mali le président Ibrahim Boubacar Keïta, au Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Lui, il n'a pas fait. Donc on peut aisément voir qu'on joue sur le temps. Exactement. Est-ce que maintenant, avec la fin de son mandat constitutionnel entre guillemets, dans la tête de Tchani, il va dire que maintenant, constitutionnellement, tu refusais de démissionner. Maintenant, constitutionnellement, tu n'es même plus président. Donc, je vais te libérer, tu deviens citoyen lambda. Est-ce que ça peut jouer ça sur sa libération, ses conditions de détention? Ça, c'est à voir. Oui, mais il y a quand même une possibilité que Tchani tienne compte vraiment de ça pour le libérer ou pour quand même vraiment le laisser sortir du palais présidentiel, même l'isoler un peu de Niamey ou aller dans une prison civile, entre autres. Ça, c'est possible. Il a quand même sur la tête l'épée de Damoclès. Hein, exactement. Il est aussi sous coup quand même d'un jugement pour haute trahison. On ne sait pas quels sont les éléments vraiment de chef d'accusation autre que cette grave chef d'accusation qui est en haute trahison. Donc ça implique quoi et quoi? Pourquoi on l'accuse? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que parce qu'il a été président ou il a tenu des propos à l'époque, on se souvient quand même, il a été un président sans langue de bois contre le Mali, contre le Burkina Faso, quand c'était Assimi, quand c'était Ibé, il parlait ouvertement de son désaccord quant au pouvoir, aux puissances même de nos armées face aux terroristes. Donc, est-ce qu'on l'accuse de l'avoir dit ouvertement que nos armées n'étaient pas aussi puissantes pour faire face à ces terroristes, ou est-ce qu'on l'accuse sur d'autres sujets? On ne le sait pas, mais quand même, comme vous l'avez dit, il y a une épée de Damoclès qui est quand même sur sa tête. Quand il sera peut-être... tout ça, on va, nous en tant que journalistes, on sera édifiés. On va le 2 édifiés. Avril et le 3 avril, on sera dans les semaines fixé sur le... Merci Soulo. J'ai dit à Brahma Soulo de rectifier. Tchani n'a pas été élu. On l'a octroyé un mandat de 5 ans.
quand on parle d'élection, c'est quand on parle d'un président élu, c'est celui qui a été élu à ce pas élu par les urnes. Bon, ils ont changé le mode d'élection. Voilà, non, le mode d'élection. Ils ont changé ça. On part aux élections, c'est dans les urnes qu'on décide. Quand tu me dis aujourd'hui, Mamadou Doumbia a été élu, je te dirais que oui, il a été élu. Quand tu me dis celui du Gabon a été élu, oui, il a été élu. Quand tu me dis celui du Tchad a été élu, oui, je te dirais qu'il a été élu. Ce sont des présidents qui sont venus de la même manière, mais qui ont eu quand même l'intention de faire les élections, comme on avait l'habitude de le dire, même si on connaissait déjà en avance les résultats. On a eu le courage quand même de prendre le courage à deux mains pour organiser les élections et que vraiment ils ont été élus à suffrage. Donc pour moi, ces présidents-là aujourd'hui se sont octroyés des mandats de 5 ans renouvelables, comme nous l'avons dit, même comme au Mali. Bon, au Mali, mais on ne parle même pas de limitation des mandats jusqu'à. Voilà. Donc, je pense que. Issu des recommandations, il faut rajouter ça quand même. Issu des recommandations. Mais les recommandations là, il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Parce que parfois là, on se demande comment ces forats-là, comment elles sont organisées. Nous avons vu des forats qui ont été organisés ici, où les TDR qu'on nous a présentés, mais les résolutions n'ont rien à voir avec les TDR qui ont été présentés aux gens. Les résolutions qui sont retrouvées, les résultats définitifs qui sont retrouvés à l'issue de ces résolutions n'ont rien à voir avec les TDR. Les gens ont dénoncé, mais qu'est-ce que ça n'est passé? Donc ces forats-là, nous savons comment ça se passe. Et c'est pour cela que nous avons toujours dit, si on a le courage d'organiser ces forats pour sortir les 5 ans, donc on peut avoir le courage d'organiser les élections aussi, revenir à... Merci beaucoup, Moussa. Je pense qu'aujourd'hui, Bazoum, comme vous l'avez dit, moi je pense, pour le moment, selon la constitution du Niger, il n'a pas démissionné, il se considère comme président de la République, jusqu'à preuve de contraire. Donc peut-être à l'issue, comme Soulo l'a dit, à l'issue maintenant du fin de mandat, peut-être maintenant le président va dire, bon voilà, comme tu n'as pas voulu démissionner, tu t'es toujours considéré comme président, bon voilà, le mandat de 5 ans que la constitution t'octroie, les mandats ont pris fin. Donc je prends le relais. Maintenant, s'il n'est plus président, puisque maintenant encore la justice aussi est derrière lui, peut-être que ça serait l'occasion maintenant pour le président Tchani maintenant, parce qu'il aura toutes les garanties pour dire que maintenant, il n'est plus président. Donc maintenant, c'est non seulement peut-être le transférer dans un résidence surveillée, comme Soulo l'a dit. Et surtout qu'il perd l'immunité. Voilà, l'immunité. Donc il sera maintenant peut-être dans un résidence surveillée, le temps de voir la fin du procès, ou bien peut-être le mettre dans une prison civile, comme il a dit, où il sera vraiment à l'aise le temps que vraiment son jugement soit acté. En tout cas, on sera édifié les semaines qui vont arriver. On va regarder ça de très très près et s'il le faut, on va le développer sur ce plateau. On va à notre deuxième sujet. Il s'agit de la taxation de 10%, voilà, décrétée au Mali en ce mois de mars, en pleine période de Ramadan d'ailleurs, sur les associations, fondations, ONG et autres. Sous l'eau. Vous qui êtes un petit peu très observateur apparemment des taxes, je vous laisse la primeur de prendre la parole. Bon, je ne suis pas observateur des taxes, mais j'ai été toujours contre ces taxes-là, parce que pour moi, ces taxes-là doivent servir. Et maintenant, je me demande, moi, je voulais savoir, est-ce que quand on parle d'association, est-ce que la presse est concernée? Parce que nous aussi, nous avons des associations. On n'a pas spécifié, on a tout simplement dit parce association. Là, je me demande, parce que nous aussi, ça fait longtemps qu'on n'a pas notre aide à la presse. Maintenant, si on parle d'association, est-ce que nous sommes concernés ou pas? Non, sous l'eau, s'il vous plaît. On parle d'association dans l'ensemble, on n'a pas spécifié. Okay. D'accord, donc je pense que, Fatima, ça, aujourd'hui, je me demande les 10% là où on veut en venir. Parce que là, il faut que on nous édifie d'abord sur la destination de ces non, mais c'est l'objectif, il est très précis. C'est pour pouvoir suivre, contrôler et avoir une certaine transparence surtout dans la gestion de ces organisations et autres. Ces organisations-là, est-ce qu'on ne peut pas les suivre, les gérer sans pouvoir couper 10% dans le budget de l'aide humanitaire? Moi, c'est surtout l'aide humanitaire. Parce que vous avez vu immédiatement, le forum des ONG a émis un communiqué pour dire, bon, ces 10%, ils ne pourront pas les payer parce que eux-mêmes, les fonds qu'ils reçoivent, aujourd'hui, l'aide est plus encore accrue que même ce qu'ils reçoivent. Donc, si le gouvernement doit couper encore 10% dedans, donc ça serait très compliqué. Moi, je me demande aujourd'hui, aux ONG, là, est-ce que à un moment, le gouvernement ne peut pas, parce que je vois déjà, ils sont déjà en bien ce mois avec l'administration de la DGAT qui est là. Ils ont le forum national des ONG qui regroupe déjà presque tous les ONG du Mali se retrouvent
dans ce forum-là. Ils sont en contact avec la DGIT, donc avec qui ils font les trucs de programmation, ils font les restitutions à chaque fois. Nous avons vu. Donc, moi, je pense que tout ça, ça permet déjà, puisqu'on a dit, ça permet déjà aux ONG vraiment de pouvoir gérer les fonds. Moi, je me rappelle très bien, l'ancien Premier ministre avait dit une fois qu'il y avait des ONG qui sont venus avec des fonds et qu'ils voulaient enquêter sur la destination des fonds. Ils ont demandé à ce que, et que quand ils ont refusé de donner certaines informations, ils ont dit de retourner avec les fonds. Donc, dès lors, ça veut dire qu'ils ont déjà un contrôle déjà sur ces fonds-là, sur ces ONG-là, puisqu'ils sont répertoriés, ils sont connus. Et déjà, puisque tous ces ONG-là sont répertoriés. Maintenant, moi, je pense que ce n'est pas pour un contrôle, il faut qu'on arrive à nous dire la vérité. Parce que le début des 10% là, ici, on nous avait dit, nous avons vu le président des consommateurs, la vie est sortie pour sur les forfaits et appels. Okay. Il a bien dit, il a bien précisé ce qu'ils ont fait la rencontre avec le ministre et qu'il les a été dit que les fonds de 10% qu'ils vont couper sur les forfaits téléphoniques seront dirigés uniquement. Il a bien précisé. Et la vidéo existe. Et il a passé cette information sur la chaîne nationale. Il a dit uniquement pour aider l'énergie, pour qu'on puisse avoir le courant. Et que dès que la question d'électricité sera réglée, c'était dans 5 ans qu'il avait dit, et que ces fonds-là vont s'arrêter. À notre grande surprise, on nous parle de 5 ans renouvelables. Maintenant, les fonds qui sont destinés à l'énergie, nous voyons que les fonds récoltés d'énergie ne reçoivent qu'une seule petite partie, parce que sur les fonds-là, ce qu'on donne à l'énergie sur les fonds, c'est insignifiant. Alors qu'au départ, c'était destiné à l'énergie. Donc moi, je pense que ces fonds de 10%, comme je vous ai dit, il faut qu'on le sache, le pays est en guerre. Et la guerre, elle coûte très cher. Et pour mener une guerre, aujourd'hui, il faut avoir les moyens. Et ces moyens-là, si nous sommes embrouillés avec ceux qui nous aidaient financièrement, si nous sommes embrouillés avec eux, donc nous sommes obligés de chercher les fonds-là chez nous ici. Et tous les moyens sont bons. Et je pense que c'est dans cette phase-là que nous sommes. Et tant que nous ne sortons pas dans ça, je pense que ça va continuer. Aujourd'hui, c'était d'abord sur les taxes téléphoniques. Aujourd'hui, on vient sur les parieurs, comme on le dit, les sous-lots qui aiment parier sur les XBet, les PME Mali. À chaque gain, on coupe 10%. C'est passé inaperçu. Et maintenant, on vient pour les forums et ONG. Et je pense que peut-être dans l'avenir, on ne va pas nous créer encore un fonds spécial pour la traversée du pont pour toi et moi qui sommes quand même derrière le fleuve. Désormais, pour que nous puissions rejoindre l'autre rive, pour que nous payions 10%. On ne pense pas arriver là, mais je pense que les 10%, là, il faut que, si on prélève, il faut que la population lambda sente quand même vraiment l'impact, comme je l'ai dit, de ces 10%-là. Mais si tu vois que beaucoup d'hommes crient, c'est parce que jusqu'à présent, l'impact de l'énergie, on n'arrive pas à l'avoir. Et sous le même qui était jusqu'à présent, qui n'était même pas atteint par l'obscurité, aujourd'hui elle est atteinte. L'énergie aujourd'hui qui est une société, donc moi je paye pour avoir les services, je suis obligé de contribuer. Non seulement je paye, et je suis obligé de contribuer à sa survie. Mais malgré la contribution que je fais, on me vend le noir. Et c'est la seule société qui ne sont pas et qui vendent du noir et que les gens acceptent d'acheter. Donc je pense qu'aujourd'hui l'État doit faire des efforts aujourd'hui pour que vraiment tous ces fonds qui sont en train de récolter, pour que l'impact là, on puisse l'avoir sur la vie quotidienne des populations. Et merci. Là, ça serait plus mieux. Merci beaucoup Moussa. Soulo, votre avis sur cette taxation qui vraiment, on va le dire, on a vu des organisations dénoncer cette décision et tout, et surtout que les Maliens même aimeraient avoir plus de précision comment elle va être vraiment gérée. C'est vrai qu'on parle de 10% sur le prélèvement des ressources. Voilà, donc forcément ça va impacter. Est-ce que les partenaires qui financent la plupart du temps ces projets aussi, c'est la grande question, ils seront d'avis à toujours financer avec cette condition-là? Merci beaucoup pour être un peu dans le domaine. Je sais que l'objectif qui a été annoncé par le gouvernement, c'est le gouvernement qui l'annonce. Et quand on regarde cet objectif, pourquoi ils veulent taxer 10%, je crois que le fossé est grand entre Bamako et les villages, les populations rurales bénéficiaires des actions des ONG, des fondations, des associations. Ça, c'est indéniable. Sinon, quelqu'un qui connaît bien un dirigeant à Bamako, qui habite à Bamako, qui connaît bien les conditions dans lesquelles
moi, les habitants de mon village, comment les jeunes les aident, comment les jeunes arrivent à leur donner de l'eau, arrivent à leur donner ou à remplir même la pharmacie de dispensaire sans que l'État ne le sache. Comment? Et tout en cherchant comment ça arrive. Parce qu'aucune ONG, aucune association ne peut mener une action dans un territoire, dans une contrée du Mali, sans passer par le préfet, par le gouverneur, par le maire. Il n'y en a pas. Aucune. On ne peut pas aller dans une zone, par exemple, je ne dis pas par exemple dans les zones où l'État n'existe pas. Et ça aussi, ce sont des actions de survie que ces associations ONG mènent. Des fonds mobilisés par ces associations. Et l'État ne sait pas comment ces associations arrivent à mobiliser ces fonds. Parce que pour mobiliser aujourd'hui. Mais justement, c'est pour savoir. Exact. Non. Pour mobiliser, c'est pas ça. Parce que quand vous avez l'argent que l'État prend sa part, mais au moment où vous mobilisez, l'État ne sait pas. Mais si l'État dit, au moment où vous mobilisez là, mettez-nous au courant. Par exemple, pour avoir aujourd'hui un projet au Mali, pour que le bailleur vous finance, l'État a obligé d'avoir son avis de non-objection, qu'on appelle anneau. Il faut avoir cet anneau pour envoyer au bailleur, pour que le bailleur puisse vous financer. Ça, c'est l'État. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'est pas dans le milieu, qui va dire que non, c'est l'État qui ne sait pas. L'État, c'est tout. Il n'y a pas quelque chose qui s'est fait dans ce pays que l'État ne sait pas. Peut-être que les agents qui se disent représenter l'État, qui n'arrivent pas, qui ne donnent pas les informations. De un. De deux, si cette question de 10% pose problème, on a parlé les 10% précédents, parce que si ces fonds de 10% précédents ont été transparents, ont montré leur, la rédivabilité, l'impact aux Maliens, les Maliens ne vont pas poser de problème. Depuis combien d'années on est dans le noir? On n'a pas d'eau, on n'a pas bonne route. Mais on est en train de soutenir des autorités parce qu'on se dit le meilleur c'est pour demain. Si on explique bien, voilà les 10% qu'on coupe. Les 10%, quand tu veux envoyer même 500 francs à ta maman qui est au village, qui ne connaît même pas Bamako, qui ne connaît même pas le nom du président, qui ne connaît même pas qu'est-ce que c'est que Orange, qui ne connaît même pas qu'est-ce que c'est que Malitel, mais qui reçoit, quand vous envoyez de l'argent, elle, si vous n'avez pas 50 francs, elle n'aura pas 500 francs. Parce que les 50 francs, là, les opérateurs vont prélever ça sur elle. Au lieu d'avoir 50 francs, elle aura 450 francs. 500 plutôt. Non, voilà, au lieu d'avoir 500 francs, elle va avoir 450 francs. Et elle dira que non, mon fils devait m'envoyer 500 francs, mais vous avez coupé. Donc vous voyez, s'il n'y a pas d'explication, s'il n'y a pas de transparence, s'il n'y a pas de cette notion de redevabilité vis-à-vis des Maliens, des citoyens, des citoyens vont se poser beaucoup de problèmes, de questions. Et aujourd'hui, ces ONG, c'est une autre problématique. Ces ONG, ces fondations, ces associations. Par exemple, quand ils prennent l'argent des bailleurs, il y a des taxes déjà qu'ils payent à l'État, qui n'est pas de 10%. Est-ce que l'État va dire maintenant, donc vous allez nous envoyer les 10%, mais les impôts, les taxes, les trucs sur les fonciers, les immobiliers, autres là, la TVA, voilà, surtout. tout ça, est-ce que vous allez, les ONG vont être exonérés de tout ça? Si ce n'est pas le cas, ça va être double exonération. Et aucun bailleur. Parce que les bailleurs, quand on dit AFP là, l'AFP n'a pas d'argent, c'est l'argent des Français. C'est l'argent des prélèvements des impôts des Français. Des Européens, on va dire. Non, quand je parle de l'AFP, c'est un exemple sur voilà, l'AFP. un exemple. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est l'argent des Français. Quand c'est l'Union européenne qui envoie, c'est l'argent des Européens. Ce n'est pas l'argent des gens qui sont assis là-bas à Bruxelles, dans l'Union européenne. C'est des Européens, les travailleurs européens. Donc, ils ne vont pas prélever sur leur population, envoyer ça pour aider des populations vulnérables ici. Et on leur dit, ah non, oui, vous allez aider nos populations, mais nous, État aussi, vous allez nous aider. Donc, alors que c'est un vide laissé par l'État que ces gens sont en train de compléter. Donc, aujourd'hui, en faisant cela, ils veulent peut-être, en voulant bien faire, soit ils vont mal faire, ou en voulant bien faire, soit ils vont mettre fin à tout ce qui passe. Parce qu'il n'y a aucun bailleur dans cette condition. Et hier, pas plus tard qu'hier, j'ai parlé avec des dirigeants des ONG nationales, internationales et autres.
certains m'ont même montré des preuves comme quoi des bailleurs ont suspendu leur financement parce que ces 10%, ils ne vont pas prendre en compte. Ils ne peuvent même pas. Imagine, on vous dit 100 millions pour mettre une activité à Gao. On dit à Gao, mais très généralement, ces ONG-là, parce qu'à Bamako, on ne connaît pas les impacts. Parce qu'à Bamako, c'est la capitale. Bamako n'en a pas besoin. C'est pas assez visible, en fait. Exactement. C'est dans les zones rurales qu'on connaît les valeurs de ces ONG-là, qu'on connaît l'impact de ces ONG. Vous prenez 100 millions, l'État vous prend déjà 10 millions. Parce que les 10%, c'est 10 millions. Donc, alors que vous avez fait un budget de 100 millions, les 10 millions là, le bailleur va dire que, où sont partis les 10 millions? Vous allez parler des prélèvements. Vous ne payez pas les taxes, vous ne payez pas les impôts, vous ne payez pas les charges sociales pour les employés. On va vous demander tout ça. Comment vous allez répondre? Et parce que vous rendez compte à ces bailleurs aussi vont rendre compte à leur peuple. Merci beaucoup. Donc, c'est toute une cascade de choses qui sont là. Et moi, aujourd'hui, c'est inconcevable de dire que l'État veut contrôler. L'État contrôle déjà tout ce que ces ONG, ces associations font. D'accord, merci beaucoup, Soulo. On a quand même compris. Moussa, vous avez quelque chose? Sur l'impact là, il faut comprendre. Moi, j'ai eu quand même la chance de faire un tour par rapport à la capitalisation de ces ONG là, surtout dans la région de Mopti. Je prends certaines ONG. Oui, certaines ONG dans la région de Mopti. Par exemple, celui de NRC, Caire Mali et j'en passe. Quand vous prenez par exemple à Djenné, par exemple, les déplacés qui sont là-bas, qui sont venus, c'est-à-dire qui ont quitté peut-être Ombori, Panyangara, qui sont installés aujourd'hui à Djenné. De leur arrivée, c'est les ONG là qui les reçoivent. Les tentes, ce sont eux. Et chaque ménage a 100 000 francs, 150 000 francs pour les besoins. Après, ces ONG là, qu'est-ce qu'ils font? On les accompagne encore avec des projets de développement. Pour ceux qui sont dans l'élevage, on les finance. Pour ceux qui sont vraiment dans la construction, ils essaient de les épauler. Vous prenez encore les femmes qui font les coopératives, les femmes par exemple, ceux qui font les maraîchages. On les accompagne avec, avec les jardins, les équipements, les trucs. Vous venez encore, il y a d'autres personnes qui ont des périmètres d'élevage, la pisciculture, comme on le dit. Il y a d'autres qui sont dans l'embauche. Il y a d'autres aussi qui sont encore dans la coopérative de transformation des aliments, des pâtes d'arachide, le fognon, tout ça. Mais tout ça, ce sont des impacts réels que ces ONG-là sont en train de mener sur le terrain aujourd'hui quand vous partez. Vous partez dans des endroits où des écoles n'ont pas d'eau, où j'ai vu des directrices d'école qui me disaient pour avoir de l'eau, il fallait que ces élèves-là marchent 1 kilomètre ou 2 kilomètres des fois pour avoir de l'eau. Ces ONG-là apportent des forages pour encore apaiser encore la souffrance de ces élèves-là. Mais tout ça, ce sont des choses comme Soulo l'a dit. Aujourd'hui, moi, ma mère ou bien mon parent qui est aujourd'hui à Banyagara, qui n'a rien à foutre avec le courant, mais vous le prenez 10% pour l'électricité alors que lui n'a même pas de courant chez lui. Mais pourtant, il contribue. Maintenant, il contribue, mais en même temps, c'est-à-dire le problème même, c'est la transparence des sous en fait. Il faut que, comme Soulo l'a dit, l'impact et puis même la transparence même d'abord, parce que dans la gestion de ces fonds-là, parce que c'est ce qui cause problème. Si vous voyez que les gens, aujourd'hui la population malienne crie, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a une crise de confiance entre les gouvernés et les gouvernants. Parce que pour la population lambda, tant qu'il n'y a pas de transparence dans la gestion de ces fonds-là, et puis tout ce qui se dit là, c'est-à-dire quand on dit quelque chose pour moi, il faut que ça soit cette chose-là qui s'exécute. Parce qu'on ne peut pas nous dire que quelque chose est blanc le matin et la nuit nous dit qu'elle est noire. Donc c'est compliqué. Donc je pense qu'il faut que cette confiance de redevabilité, cette confiance de transparence-là arrive entre vraiment les gouvernés et les gouvernants. Donc si ça se passe comme ça, ce qui fait que ça va beaucoup nous réduire. Maintenant, si aujourd'hui les ONG, comme Soulo le dit, ils paient des taxes, ils paient les impôts, pour moi, dire que c'est pour mieux contrôler, moi je ne suis pas trop d'accord, parce que déjà l'État contrôle. Parce que comme Soulo l'a dit, aucune ONG va exercer aujourd'hui sur le territoire malien sans que les fonds là, l'État ne sait d'où viennent les fonds et l'État doit savoir aussi où partent les fonds. Parce que tout ça, ils ont des rapports annuels qu'ils font, les rapports d'activité. Je pense que tout fonds récoltés, les rapports là, ils le font chaque année pour dire, bon voilà, cette année, on a reçu tel montant, voilà telle activité que nous avons menée dans tel endroit, tel. Mais ces rapports-là sont là, pourquoi ne pas prendre ces rapports-là? L'État aussi a ses démembrements partout sur le territoire. Pourquoi ne pas demander à ces représentants qui sont là-bas? Bon, nous avons par exemple reçu le rapport annuel de telle ONG qui dit qu'il a réalisé tel forage
tel nombre de fois dans ce cercle-là, ils ont aidé telle coopérative dans ce cercle-là, vérifier et puis remonter l'information pour voir exactement ce que c'est. Donc moi je pense que, comme je vous ai dit, la chose qu'il faut retenir, la guerre coûte cher. Le budget, aujourd'hui, le Mali, vu que de ses propres budgets, ça veut dire les taxes, les impôts, ça ne peut pas suffire. Nous avons de nombreux fonctionnaires à payer, donc nous devons acheter les armements, nous devons recruter, donc nous sommes en bruit avec ceux qui pouvaient nous aider, comme nous avons l'habitude de le dire. L'aide au développement elle a été suspendue et les nouveaux partenaires que nous avons, eux, ils ne savent qu'on enlève ce qu'on a de notre poche, on achète, ils nous livrent. Donc maintenant, il faut que nous sachions compter sur nos propres fonds et sur nos propres forces si nous voulons vraiment être souverains. Puisque je pense que cette souveraineté vient de le retrouver. C'est comme si le Mali n'a jamais été souverain. Donc pour cette souveraineté-là, il faut que nous tâchons et raison garder, attachons nos ceintures et dire que maintenant, vraiment, ça serait très dur. Et maintenant, peut-être, comme on le dit, après la tempête vient le beau temps. On va vraiment espérer tout ça. Voilà, monsieur, je pense que ça, on va essayer de voir matériellement comment ça va se passer, comment ça va se concrétiser, l'impact réel. Voilà. On sait quand même que c'est une décision qui va beaucoup impacter sur le plan de la société, sur le plan humanitaire. Voilà, je crois que vous avez déjà peint le tableau. Si, on avait même un peu de temps. Par exemple, au Burkina, les Burkinabés le font, mais c'est qu'ils ne plaignent pas. Parce que le gouvernement a montré patte blanche pour montrer que voilà tout ce que vous mettez, voilà où ça part. Et c'est parcimonie en fonction des actions. Exactement. Il faut une certaine précision. Oui, donc il y a tout ça, mais les gens ne se plaignent pas parce que déjà ils savent où est-ce que l'argent part, où est-ce que la transparence est montrée au plus haut sommet de l'État. Donc ici, si ça se faisait comme ça, je crois que malgré que les Maliens sont dans des difficultés, ils vont dire bon, si c'est pour aider l'État, on le fera avec plaisir. Mais si c'est vraiment une opacité qui ne dit pas son nom et qu'on ne peut même pas demander pourquoi des explications et on risque des prisons, donc je crois que ça, les Maliens le feront, mais vraiment à contre-cœur. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, donc ce sujet, à regarder, observer, et puis on va sûrement le retraiter ici sur le fond. Notre troisième sujet, il s'agit du Niger. Voilà, le Niger qui reçoit le Premier ministre algérien Souloul. Ça repart de plus belle, la coopération bilatérale entre le Niger et l'Algérie. Effectivement, comme vous l'avez dit, après la visite triomphale du président Tchani au mois de février dernier à Alger, une délégation s'est rendue, délégation ministérielle dirigée par le Premier ministre Sifi Gref à Niamey, accompagnée d'une forte délégation pour parler de coopération, de développement, des finances, d'énergie et beaucoup de choses. Et on a l'impression que c'est une sorte de provocation pour nous. C'est les amours en tout cas. Pour nous les Maliens, parce que c'est trop quand même. Parce que nous, voilà. Alors que c'est une bonne politique, c'est une bonne diplomatie qui montre quand même une bonne leçon de politique et de démocratie, de diplomatie qui montre les autorités nigériennes. Malgré des divergences sur certains points, il faut avancer sur d'autres points. Et si on mélange tous les points ensemble, comme on le fait sur d'autres choses, je crois que ça ne marchera pas. Et les Nigériens l'ont compris. C'est vrai sur le plan politique, si ça ne marche pas avec l'Algérie, il faut développer le plan diplomatique, il faut développer le plan économique, il faut développer le plan énergétique, il faut développer le plan développement. Donc ça, je crois que les Nigériens ont compris et ils commencent à mettre ça en œuvre et ça va marcher pour les Nigériens. Maintenant, ça, est-ce que ça doit nous frustrer? Oui, moi je suis un peu frustré parce que j'aurais aimé aussi que mon pays quand même tape le point sur certains points pour dire que non, ici c'est vraiment notre champ d'action, vous ne devez pas passer ici ou vous ne devez pas vous immiscer dans cette action, mais sur d'autres points on peut dialoguer, on peut négocier, on peut partager des expériences, on peut partager des projets. Mais si c'est vraiment pas comme ça, on ferme tout parce que sur un volet ça marche pas et on ferme tous les volets, ça vraiment c'est quelque chose on appelle pudiquement qu'on se tire les balles sur les pieds. Et maintenant
avec ce qui fait vraiment le Niger. Je suis vraiment admiratif des autorités par leur capacité de transcender les obstacles, transcender les tensions pour rapidement déceler ou décrisper les tensions pour aller vraiment vers l'essentiel. Ça, c'est une vraie leçon de diplomatie que certains pays comme le Mali doivent quand même copier pour l'intérêt public, pour l'intérêt général, pour l'intérêt du pays, pour ne pas pénaliser tous les secteurs. Parce que parce que ici, regarde, il y a eu même lors de cette visite, il y a eu un forum économique entre les deux pays. Imagine ça, ce sont uniquement les hommes d'affaires. Et aujourd'hui, si par exemple sur le plan politique, vous dites que vous entendez pas avec un autre pays, et sur tous les autres volets, vous fermez. Ce sont d'abord les affaires qui ne marchent pas, d'abord les hommes d'affaires qui vont voir leur secteur baisser, et c'est vraiment pas bien pour un pays. Et aujourd'hui, ce qui fait le Niger, c'est vraiment, je répète, c'est une vraie leçon de maturité politique et de diplomatie, pour que nous aussi, dans d'autres situations, qu'on ne mélange pas les pédales, qu'on ne mélange pas les domaines, pour vraiment le bien du pays, pour le bien de populations. Merci Soulo. Moussa, votre analyse par rapport à ça, sachant que quand même le Niger est un pays membre de l'AES, c'est vrai, chaque pays a sa propre gestion, même si... Vous savez, comme on avait dit, déjà le Mali, le Niger et le Burkina se trouvent dans une confédération qui est l'AES, et la confédération dit que peut-être si les intérêts communs sont convergés, on s'unit et puis on le fait, comme c'est le cas quand le drone malien a été abattu. Nous avons vu, les trois pays ont fait un communiqué où certains ont rappelé leur ambassade, où certains ont laissé. Donc ça veut dire que chacun a le droit de gérer sa politique comme il le veut. Et nous l'avons dit sur ce plateau, au moment où nous étions, après tous ces communiqués, au moment où le président du Niger, Tchani, et sa délégation était en Algérie, au même moment, il y avait une délégation algérienne au Burkina Faso. Donc ça veut dire que entre ces trois pays, chacun gère selon ses humeurs. Donc, mais quand vous voyez cette rencontre-là, comme vous l'avez dit, elle intervient après la deuxième session qui s'est tenue là-bas, où le président Tchani a mené une forte délégation du Premier ministre et tout ça. Donc ils ont discuté. Je pense que c'est quand même la suite. Comment concrétiser maintenant cette rencontre-là, peut-être à des actions concrètes. Donc le Premier ministre s'est rendu en Alger. Donc comme vous l'avez vu, le président Tchani même a dit qu'il appelle quand même les autres pays à s'inspirer dans ce qu'il a dit, à s'inspirer vraiment. Ça a été très marquant quand même. Oui, c'est ce qu'il a dit. Je pense que dans cette déclaration, c'est ce qu'il a dit. Il a dit le président algérien en outre vraiment raffine que vraiment les autres pays s'inspirent vraiment de cette relation-là, pour que vraiment la survie de toutes les Sahel quand même soit vécue. Donc ça veut dire que c'est un signal fort. Ça veut dire que le Niger, comme nous l'avons dit, est quand même économiquement, c'est difficile. Donc il ne faut pas quand même s'isoler. Donc il faut quand même ouvrir la porte vers de nouvelles horizons. Maintenant, comment mener des coopérations, puisque déjà il y a la raffinerie de pétrole aujourd'hui. Donc comment vendre ce pétrole-là maintenant. Donc il faut quand même avoir des alliés solides. Donc je pense que et cette rencontre-là, donc ça serait quand même la suite. Et ça ne serait pas la dernière, peut-être après cette rencontre. Il ne faut pas que vous soyez étonnés encore de voir peut-être une autre délégation nigérienne encore en Alger, encore pour discuter sur certains aspects. Donc je pense que, comme Soulé l'a dit, je me demande la diplomatie, parfois quand on parle de diplomatie, c'est vrai, il peut y avoir des points de divergence, on peut avoir des mécontentements, mais il faut quand même tirer quand même de l'épingle du jeu ceux qui te servent. Puisque je l'ai dit aujourd'hui, le Mali et l'Algérie, ce sont ces deux pays qui sont frères de longue date, puisque on a l'habitude de le rappeler, on ne cesserait de le rappeler. Le Mali a beaucoup contribué quand même à l'indépendance de l'Algérie. Et nous savons que le président, comme nous l'avons dit, était ici, et à Gao qui a fait son arrière-base. Donc le Mali a beaucoup à gagner avec l'Algérie, vu la frontière que nous menons. Aujourd'hui, même dans le cadre de lutte contre cette banditisme transfrontalière, je pense que l'Algérie a un
rôle important à jouer là-dedans. Donc je pense, comme Soulou l'a dit, il peut y avoir des accords, il peut y avoir des désaccords. Moi, c'est pour cela que je me demande, parfois c'est bon de mener la diplomatie offensive, mais parfois aussi il faut savoir mettre balle à terre. C'est-à-dire voir les relations, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là. Quelles sont les limites qu'il ne faut pas franchir. Parfois il peut y avoir des escalades, mais arrivé à un niveau, il faut faire baisser la tension. Vraiment viser l'intérêt. Comme Soulou l'a dit, chaque pays vise son intérêt. Et aujourd'hui, je pense qu'il est dans l'intérêt de tous vraiment qu'on puisse s'entendre, surtout avec cette nouvelle ordre mondiale-là qui est là. Donc, je pense que prochainement aussi, il ne faut pas que vous soyez étonnés peut-être demain ou après-demain de voir encore le Premier ministre algérien au Burkina Faso aussi. Donc ça veut dire que dans l'AES, nous sommes, comme nous l'avons dit, mais chacun vit ses intérêts. Donc je pense qu'aujourd'hui, nos dirigeants, comme on le dit, nous sommes souverains, c'est vrai, mais parfois, il faut chercher raison garder après toutes ces escalades-là, voir maintenant qu'est-ce que nous pouvons tirer de positif dans cette coopération avec l'Algérie, quel genre de coopération nous pouvons mener avec eux. Et c'est là où moi je me pose beaucoup de questions, même dans les relations entre les États, les relations stratégiques. Je me demande, parce qu'aujourd'hui, je me dis, aujourd'hui le Mali, a un allié, qui est la Russie, comme on le dit, qui est notre partenaire stratégique. Quand vous prenez l'Algérie aujourd'hui, le partenaire stratégique de l'Algérie dans le cadre de la défense, c'est la Russie. Donc je pense que même dans ce cadre-là, la Russie, entre ces deux partenaires, puisqu'il est le partenaire stratégique du Mali, il est le partenaire stratégique de l'Algérie, donc je pense que la Russie même peut jouer un rôle important pour que vraiment ces deux alliés-là puissent s'entendre sur des choses essentielles pour que nous puissions avancer. D'accord. Quand même, lors de cette visite-là, c'est vrai qu'ils se sont beaucoup apaisantis sur tout ce qui peut impacter positivement l'économie et tout ce qui peut faire en sorte que les deux pays puissent profiter l'un de l'autre avec une coopération bilatérale assez équitable. Voilà, même Tiani, quand il était en Alger, il l'a dit lors de son discours, et ce qui est quand même assez agréable et très bonne nouvelle, on pourra dire. C'est l'un des pays de l'AES et notamment la centrale électrique de 40 mégawatts et qui est prévue pour tout près, en juin seulement, 30 juin 2026. Exactement. Ça veut dire que ça va très très vite. Très vite, exactement, comme vous l'avez dit, pendant ces 2 jours de voyage, de visite de travail du Premier ministre algérien, ils ont eu les travaux de la deuxième session de la grande commission mixte entre Alger et Niamey. Comme vous l'avez dit, le projet de construction de la centrale électrique de 40 MW à Gouroubanda, à Niamey. C'est un projet financé par l'Algérie et réalisé par l'Algérie. Donc vous voyez comment c'est bénéfique pour les deux pays. Et il y a encore en avril tout près, en avril qui arrive, il y aura le début de forage des puits sur le champ pétrolier de Kafra. Donc par la Sonatrach, ça aussi c'est une société algérienne qui va le faire au bénéfice des deux pays, comme vous l'avez dit. Donc c'est quand même une visite économique, hautement économique qu'on peut parler ainsi, parce qu'il y a eu aussi forum d'affaires, comme je le disais tantôt dans mes propos. Un forum d'affaires bilatéral a été aussi inauguré pour encourager les échanges commerciaux entre les hommes d'affaires des deux pays. Ça aussi c'est au profit de l'économie et de l'Algérie et du Niger. Donc vous voyez que c'est, comme vous l'avez dit, ce sont les intérêts supérieurs du pays qui ont été vraiment visés et qui ont été mis en avant dans cette relation, malgré, comme j'ai dit, politiquement parlant, les deux pays ne sont pas sur la même longueur d'onde parce que on est dans l'AES, on est dans un autre modèle de politique entre deux pays. Mais comme vous voyez que ils ont parlé aussi de bon voisinage. Ça c'est quand même, le Niger est voisin de l'Algérie, le Mali est voisin de l'Algérie. On peut parler de bon voisinage avec le Niger, mais pourquoi pas on ne peut pas parler avec le Mali. Donc sur ce point que notre diplomatie ne doit pas être seulement politique. La diplomatie qu'on a, on a l'impression que c'est une diplomatie politique et éminemment politique.
Donc il faut vraiment qu'elle sorte de cette phase politique pour aller maintenant vers une diplomatie agressive économique, pour aller chercher des investisseurs, pour aller chercher des projets, des partenariats stratégiques qui puissent être bénéfiques pour le Mali, mais aussi parce qu'il faut quand même mettre les intérêts supérieurs du pays, parce que ça fait partie aussi des politiques, l'axe fixé par le président de la transition, le général Assimi Goïta. Donc il faut respecter ces principes, mais il faut aussi montrer que la diplomatie peut amener des projets, des investissements dans le pays, même ne serait-ce que, par exemple, aujourd'hui, on ne travaille pas bien avec la Côte d'Ivoire. Pourtant, il y a beaucoup de choses que ces pays voisins peuvent amener, peuvent apporter au pays, comme le Mali peut apporter à ces pays. Le Mali n'est pas seulement consommateur, le Mali aussi est producteur, parce que quand même, le mois de la fête de Tabaski qui va venir, beaucoup de ces pays-là dépendent aussi du Mali. Donc ça aussi, ce n'est pas rien. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut mettre en avant ce qu'on peut apporter, mais aussi ce qu'on peut bénéficier aussi des parts des pays voisins. On observe bien que sur ces 3 pays de l'AES quand même, les deux s'en sortent mieux. Mais sur le plan énergétique, on voit qu'il y a 2 pays qui sincèrement essayent de trouver des solutions malgré les tensions qui auraient pu exister. On voit avec le Burkina et la Côte d'Ivoire. Donc il y a qui fait en sorte que la Côte d'Ivoire fournit l'électricité et le gouvernement est allé même demander une augmentation de fourniture électrique. Et parce que le Burkina était le premier importateur. Après, je crois qu'il y a un pays qui a dépassé le Burkina. Donc, le Burkina dit non, il faut augmenter aussi pour nous. Donc, malgré les tensions politiques... Mais surtout, ce qu'on voit ici, c'est une démarche de vraiment fortifier l'économie. Que ce soit le Niger ou le Burkina, parce qu'il faut le dire, l'économie, elle est soutenue par notamment l'énergie. L'énergie, c'est le pilier pour toute activité. Vous voyez les 3D. Quand vous avez les 3D, on vous dit défense, qui est la sécurité, on vous dit développement, on vous dit diplomatie. Donc, ces 3D-là. Donc, si vous avez la défense et la diplomatie et vous n'avez pas le développement, donc c'est comme vous n'avez rien. Donc, parce que c'est les 2D, la défense et la diplomatie doivent résulter au développement. Et si vous êtes vraiment mouillé le maillot avec ces 2D et vous oubliez complètement le 3e D qui est le développement, l'impact se fera sentir. Là, c'est un problème. Donc, il faut vraiment travailler maintenant. Pendant 6 ans, presque 5-6 ans, on est en train de travailler sur les 2D. Maintenant, il est temps quand même de mettre en avant le 3e D, même si on ne peut pas le mettre... Poids. Voilà, qu'il ait du poids. Il y a des choses qui se font, mais jusque-là, reste quand même assez imprévisible, insuffisant. Messieurs, merci beaucoup. On est à la fin. Oui, vous avez une toute dernière, l'heure. Toute dernière heure est arrivée. Moi, je voulais juste dire que, c'est pour cela que je dis, les Maliens de Sikasso sont-ils différents des Maliens de Bamako? Non, il faut qu'on se pose la question parfois. C'est-à-dire, parfois, il faut qu'on nous dise la vérité. Comment Sikasso peut nous dire aujourd'hui que, parce que les gens sont pleins pour dire à Sikasso il n'y a pas de coupure, à Koutiala il n'y a pas de coupure. Mais les gens ne se sont pas demandé pourquoi il n'y a pas de coupure à Sikasso, pourquoi il n'y a pas de coupure à Koutiala. Et quand les coupures commencent à Sikasso, c'est le directeur qui nous dit oui, les coupures de Sikasso, ces derniers temps sont dues parce qu'il y a un transpondeur de la Côte d'Ivoire qui a plus fait. Et au même moment, on nous prive à Bamako ici, nous dit qu'on ne part pas chercher de l'électricité à Côte d'Ivoire, alors qu'au même moment, la Côte d'Ivoire nous donne le peu que nous avons. Nous acceptons. Pour moi, si on doit refuser d'aller en Côte d'Ivoire, même le peu qu'on nous donne là, on n'a qu'à les dire, couper la ligne. Couper la ligne. Que Sikasso Koutiala ne reçoit pas ce que vous avez dit. Mais c'est pour cela que je dis parfois, il faut avoir le réflexe, parfois, il faut penser aux dégâts que ça peut poser aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je pense que entre nous et la Côte d'Ivoire, qu'on dit qu'on aille chercher, qu'on n'aille pas chercher, la Côte d'Ivoire ne donne pas le courant gratuit. Et ce projet, ce n'est pas le projet de la Côte d'Ivoire. C'est un projet qui a été pensé pour que les autres pays qui ont des difficultés d'électricité puissent vraiment se soulager. Donc, si nous avons notre argent et que nous pouvons aller acheter, moi, je ne vois pas de problème. Si ça trouve que la Côte d'Ivoire nous donne le courant gratuitement, on peut dire, voilà, on ne va pas chercher parce que vous nous donnez gratuitement. Mais le fait que déjà nous payons le courant ne doit pas être un facteur aujourd'hui de nous empêcher d'aller en Côte d'Ivoire. Le moment où nous empêchons aujourd'hui d'aller chercher l'électricité en Côte d'Ivoire. Mais je me demande parfois pourquoi nous ne refusons pas aujourd'hui d'aller chercher le carburant aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Pourtant, le carburant que nous recevons, il vient de la Côte d'Ivoire.
Mais nous achetons, malgré la crise. Pourquoi nous disons que bon, voilà, les cançons sont là, nous n'allons pas aussi aller chercher les carburants en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez. Grande question. Donc, tas de questions. Donc, je pense qu'il fallait, moi, aujourd'hui, la question de l'électricité ou la question du développement là-haut. Moi, je pense que les dirigeants là, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où on doit réfléchir maintenant comment vraiment soulager la souffrance de ces paisibles situations qui ont souffert pendant ces 5 dernières années. Pendant ces 5 dernières années, qui ont accepté vraiment toutes les conditions parce qu'ils ont l'amour de ce pays-là. Et ils ont confiance vraiment aux dirigeants. Et je ne dirais pas que peut-être le chef d'État n'a pas la volonté de bien faire. Peut-être qu'il a la volonté de bien faire, mais peut-être aujourd'hui, jusqu'à présent, peut-être cette petite baguette magique-là qui manque. Et aujourd'hui, nous ne manquons pas aujourd'hui vraiment de Maliens qui sont capables d'apporter des solutions. Quand vous prenez même déjà, je vais sortir avec ça, les dernières élections en France, quand vous voyez déjà 4 Maliens sur la liste, donc ça veut dire que le génie malien, il existe. Le Malien, quand il accepte, il peut le faire. Il suffit seulement d'avoir la volonté. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les autorités, comme je l'ai dit, nous sommes dans une transition. 6 ans de transition, c'est déjà plus qu'un mandat. Donc, ce n'est plus le moment de stage. Donc, il faut prendre des gens qu'il faut à la place qu'il faut pour que les secteurs puissent bouger, pour que les Maliens sentent que vraiment aujourd'hui, il y a un changement dedans. Moi, je pense que pendant 6 ans, ceux qui sont dans les secteurs là, s'ils n'arrivent pas à bouger les postes, il faut les changer, donner du sang neuf. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de favoritisme. Aujourd'hui, le Malien a besoin des gens capables de réfléchir, d'apporter des solutions pour que vraiment nous puissions ressentir vraiment cette souffrance pour qu'elle puisse être allégée. Donc, je pense que, comme on l'a dit, les autorités, comme je dis, c'est toute autorité qui vient, pense vouloir bien faire, et veut que vraiment pendant sa mandature, qu'on dise que vraiment il a laissé des traces. Et je pense que le chef d'État aujourd'hui, avec son équipe, doit penser à travailler sur ça, pour que demain, et moi et Soulo, nous puissions dire que vraiment, vraiment aujourd'hui, sur tel secteur, ça n'allait pas, mais aujourd'hui, vraiment, ça commence à bouger. Donc, merci Moussa, c'est sur ces mots que prenne fin notre entretien brut d'aujourd'hui. Voilà le plateau qui fait un entretien de l'actualité. On échange sans filtre, on essaie de donner ce qu'on peut le plus que possible aux téléspectateurs qui nous regardent par le monde et surtout national. Voilà, on remercie beaucoup les téléspectateurs de leur fidélité. Téléspectateurs de Mandé TV, aujourd'hui, j'ai sur mon plateau Monsieur Boureima Soulo, journaliste, blogueur. Soulo, on se dit à la prochaine. Inch'Allah, à la prochaine. Inch'Allah. Deuxième journaliste sur ce plateau aussi, Moussa Tembine, journaliste chroniqueur à Djoliba TV News. Moussa, on se dit à la prochaine. Oui, on se dit à la prochaine et je salue encore tous les téléspectateurs et surtout Maïga qui est toujours derrière la régie, qui sans lui vraiment ne seront pas visibles ni entendus. Maïga, encore. Donc, les merci beaucoup, Moussa. Merci beaucoup. Voilà, c'est le cousinage qui prend un peu le dessus, on va dire, pour terminer ce plateau de Mandé TV. Téléspectateurs de Mandé TV, on vous dit merci beaucoup. On remercie également la régie qui a assuré cet enregistrement et la diaspora qu'on salue de par le monde. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV Reflet du Mali pour voir et revoir nos différentes émissions et programmes. On se dit à la prochaine.